Voilà, donc merci à vous d'être présents. Après le repas, c'est toujours un horaire un peu spécial. Donc je m'appelle Thomas Delabigne, je suis de la société Coprex. Et la raison de cette intervention et de ma présence aujourd'hui parmi vous, c'est non pas d'être un acteur clé dans le domaine écologique ou de la transition énergétique, mais d'être un acteur de l'accompagnement du changement dans des problématiques complexes. Et si je reprends ce qui a été dit ce matin en introduction, dans ce mouvement de transition énergétique et au moment où on est aujourd'hui, il y a bel et bien des enjeux énormes de développement et puis des enjeux énormes de synergie. C'est un mot qui a été employé ce matin plusieurs fois, parce que les acteurs sont nombreux, les sujets sont majeurs, et du coup, trouver un chemin dans un contexte comme celui-ci, ça peut nécessiter d'être soutenu par une méthode, en tout cas une démarche structurée. Et c'est ce que je viens vous présenter. Alors rapidement, je vais vous dire quelques mots sur Coprex, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous laisse lire l'ordre du jour, on va avancer. Coprex, en quelques mots d'abord, c'est une société de conseil qui a déjà 6 ans d'existence et qui a été créée sous le statut de l'économie sociale et solidaire. Une autre raison aussi d'être parmi vous aujourd'hui. On fait de la formation, donc on est agréé pour cela. Et puis, on a un réseau d'une petite, un peu moins de 30 consultants qui sont certifiés à notre méthode, dont je vais vous parler beaucoup plus précisément tout de suite. Nous faisons de l'accompagnement, essentiellement, 80% de notre activité, et puis de la formation. Alors, on est essentiellement présent sur la France, on est basé à Compiègne. On a également une antenne, une filiale au Chili. Alors, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous dire pourquoi au Chili sur notre stand. Notre savoir-faire, c'est ce que je vous disais, en fait, il est réellement dans le fait de pouvoir accompagner des entités, quelles qu'elles soient, dans la collaboration qu'elles mènent entre elles, en tant que partenaires, et pour des sujets qui ne sont pas des petits sujets. Le maître mot de notre activité, c'est la confiance, c'est comment créer et renforcer la confiance entre partenaires qui collaborent, et dans cette optique-là, comment construire un plan d'action co-construit avec ces partenaires qui ont décidé de travailler ensemble sur un projet. Alors évidemment, le thème, c'est ce que je vous disais tout de suite, de la transition écologique, de l'aménagement du territoire, de relations entre collectivités territoriales, entreprises, population, société civile, c'est au cœur de ce que nous savons faire et nous vous proposons. Alors on ne vient pas de nulle part, on a été porté par l'UTC, l'Université de Technologie de Compiègne, et en particulier par 25 ans de recherche sur cette histoire de confiance et de coopération. Les outils qu'on a aujourd'hui viennent de là, avec une démarche, vous allez le voir, qui est, il me semble, très innovante et surtout très rigoureuse. Et puis, qui a été élaborée par des équipes interdisciplinaires au sein de l'UTC, donc. Voilà pour Coprex. Alors maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et d'abord, pourquoi est-ce que coopérer, c'est pas si simple que ça? C'est donc une mauvaise nouvelle a priori. La coopération n'est pas stable. Et dans vos expériences diverses, sans doute vous pouvez le mesurer et vous le touchez du doigt, il suffit pas de le vouloir pour que ça marche, de coopérer. Et on est tellement différents, on a des points de vue, des expériences, je vais y revenir, qui fait que le conflit n'est jamais très loin, et donc que c'est pas simple. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que nous, bien sûr, mais il y a des propositions pour y faire face. Et nous, on l'appelle la patte miroir attitude. C'est vraiment l'approche qui nous caractérise et dont je vais vous parler. Cette méthode, cette approche, son but, c'est de stabiliser ce qui, a priori, pourrait partir un petit peu en vrille quand on est dans des situations complexes avec un certain nombre d'acteurs. Alors, pour illustrer ce que je viens de vous dire et surtout pour vous emmener avec moi dans la compréhension de ce qui se passe, quand on est 2 personnes à vouloir coopérer, évidemment, vous le savez, je vais vous dire que des banalités, mais enfin, elles sont quand même extrêmement présentes. On a chacun notre caractère, des peurs, des valeurs qui nous sont propres. On a une expérience, un savoir-faire qui nous distingue. On a une représentation, et ça c'est un mot important, des situations traversées qui nous est personnelle. On va avoir une gestion du timing, des rythmes
on va découper les choses d'une manière qui nous est propre. Et donc en face, ce ne sera pas nécessairement la même chose. Et puis on va avoir notre système de préférence, notre logique de décision qui nous appartient personnellement. Et donc là, on n'est que deux personnes. D'accord ? Et donc, vous savez dans vos expériences diverses que, effectivement, c'est bien ça la réalité. Alors, je prends un petit peu de recul et je suis maintenant non plus entre deux personnes, mais entre deux entités. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu la même chose. On va retrouver des objectifs qui sont distincts. Quand A et B collaborent, ils ont a priori des objectifs propres. Ils vont avoir des systèmes d'information différents. Quand deux entreprises ou quand deux entités veulent collaborer, à un moment donné, il va se poser la question du système d'info. Et là, eh bien, c'est pas les mêmes. Bon, premier obstacle. Les moyens, les méthodes, les outils, la culture d'entreprise, la culture de telle entité, évidemment, lui est spécifique. Ok ? J'ai parlé de représentation, à nouveau, c'est vrai pour une entité. Les différents contextes dans lesquels elle se trouve. Pareil pour l'histoire du timing, de la gestion du temps, des rythmes, du découpage. Et puis, on parlait tout à l'heure de valeur pour deux personnes. La gouvernance entre entités n'est pas forcément similaire, et loin de là. Et donc, quand on va vouloir collaborer, tout ça va venir s'entrechoquer. Alors, deux petits théorèmes de postulats qui guident notre démarche à nous, et qui est importante, qui est même essentielle pour comprendre ce qui se passe quand on est affronté à un changement. La première chose, c'est que, ce que vous voyez dans le premier carré, c'est qu'on va développer des comportements qui sont satisfaisants du point de vue de notre représentation du monde. On voit le monde d'une telle manière, et donc on agit conformément à cette représentation, premièrement. Et puis, l'inverse est vrai. On va construire des représentations sur la base de notre action. Quelque part, on va un peu s'auto-justifier. Et ça, on le fait tout le temps, inconsciemment. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire que quand on est en train de préparer un changement et qu'on a des gens à emmener avec nous, ça va servir à rien de vouloir imposer ce changement si on n'a pas d'abord travaillé la représentation de ce que ce changement amène. Si on n'essaye pas de changer la façon de voir des gens, ça ne sert à rien de l'imposer, le changement. On va avoir des problèmes. Et du coup, qu'est-ce qu'il vaut mieux tenter de faire ? Eh bien, il vaut mieux tenter de faire se rapprocher les représentations du monde que les entités qui collaborent ensemble vont avoir pour que la représentation commune puisse se construire et du coup qu'il en découle des actions qui soient cohérentes avec cette représentation nouvelle qu'on a construite ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui fait que quand on est face à un changement et qu'on veut évidemment le réussir, il va y avoir deux questions extrêmement importantes. Comment est-ce qu'on en est arrivé à telle représentation chez les uns et chez les autres ? Qu'est-ce qui explique qu'on voit les choses comme ceci ou comme cela ? Il faut le comprendre, ça. Et la deuxième chose, c'est comment passer à une représentation commune du projet qui est devant nous. Puisque c'est la meilleure façon, et a priori la seule façon, de pouvoir en générer des actions cohérentes avec cette représentation. Ça va, vous me suivez ? Eh bien, c'est à cela que répond cette fameuse patte miroir attitude. Et c'est à ça qu'ont abouti ces 25 ans de recherche à l'UTC. En gros, je vous affiche tout ça. Eh bien, le cœur de cette approche, elle est de dire que toute situation d'interdépendance qu'on va retrouver dans un projet complexe où des acteurs sont engagés les uns avec les autres peut se décrire avec trois questions. Quelles sont les peurs potentielles des uns et des autres? Et les peurs, c'est quoi? C'est toutes les sources de blocage qui vont faire qu'on n'a d'abord pas envie d'y aller pour telle et telle raison. Et on commence par les peurs, parce que vous le savez, c'est très humain. Quand on est face à un changement, on les a d'abord là. Et il faut baisser la pression. Donc on commence par les peurs.
Et c'est plus facile après d'envisager la deuxième chose. À l'inverse, quels sont les attraits pour aller sur ce projet? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser? De façon très concrète, à très court terme, ou de façon projetée, quel est le rêve qu'on a envie d'atteindre avec ce projet? Et puis il y a une troisième chose qui est essentielle et qui rend cette approche extrêmement innovante et assez unique. Quelles sont les tentations possibles des acteurs qui sont impliqués? Et par tentation, on entend désir d'empocher la mise, au détriment des autres, bien sûr. Un comportement qui va me rapporter moi, mais qui ne va pas se faire sereinement dans cette optique de coopérer. Et donc, voilà, le cœur de Pattes Miroir, c'est ça. Pattes, c'est peur, attrait, tentation. Et puis miroir, parce qu'on va proposer aux acteurs du changement de se mettre à la place les uns des autres, pour comprendre ce qui se passe. Alors, pour vous le rendre un peu plus concret, je vous décompose un peu ce qui se passe justement quand un acteur est plongé dans un projet et qu'il doit collaborer. Eh bien, voilà, c'est comme, je l'ai mis de cette manière-là, face à cette situation donnée, à ce projet, il va ressentir, ce que je viens de vous dire, des peurs, des attraits, des tentations. D'accord? Mais il n'est pas tout seul. Il se trouve qu'en face de lui, il y en a un deuxième, et puis évidemment d'autres. Mais on prend le cas avec deux acteurs, deux entités. Le deuxième acteur, B, il va lui aussi ressentir des peurs, des attraits, des tentations, mais pas forcément les mêmes. C'est pour ça que les couleurs sont différentes. Okay, donc d'un côté, des peurs et tentations, de l'autre côté, des peurs et tentations. Ok. Et on est encore, pour l'instant, chacun chez soi. Ce qui se passe en plus, c'est que moi, A, je vais prêter à l'autre des intentions que je vais exprimer sous forme de peur, attrait, tentation. Et inversement, de l'autre côté. Et que nous, ce qu'on propose comme démarche, c'est de passer des non-dits, de ce qu'on va imaginer, à quelque chose d'explicite et de mis sur la table. Autrement dit, on rassemble les gens autour d'une table, au sens propre comme au sens figuré, et on va faire ce travail d'exprimer les peurs, attraits, tentations des acteurs, les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis de ce projet qui arrive. Mais ce n'est pas uniquement A qui va parler pour lui. Il va parler, à un moment donné, pour les autres aussi. Il va se mettre à la place de B, peut-être de C, de D, et tout le monde va imaginer ce que peuvent être les peurs, attraits, tentations. Et non seulement il y a cette démarche qui repose sur du management participatif, mais de plus, une fois que ça a été mis sur la table, on va faire évaluer tout ce qui a été dit par l'Assemblée, constituée de gens qui représentent l'ensemble de ces acteurs, de manière à faire apparaître une sorte de cartographie du projet avec des choses qui sont à veiller, à surveiller, des choses qui sont de l'ordre de l'attrait commun qu'on va avoir, et puis des situations potentiellement nocives pour notre coopération. Et donc, le groupe qui s'est constitué va évaluer ce qui a été dit. Et on se retrouve, et ça c'est notre savoir-faire à nous, on se retrouve avec la capacité, quand on a fait ça, et c'est notre première étape, de permettre aux gens qui sont engagés dans un processus de coopération de poser ensemble un diagnostic sur l'état de leur relation entre eux, d'accord, et vis-à-vis de ce projet. Et il y a donc, comme vous le voyez, 6 grands cas de figure. Alors les deux premiers, c'est les cas favorables. Alors, vous voyez des histogrammes. À chaque fois, on va être capable de mesurer le niveau de peur, le niveau d'attrait et le niveau de tentation. Et ce triptyque-là nous conduit à ces 6 cas de figure. D'accord ? C'est une parenthèse que je n'ai pas faite juste avant. Le premier cas, très favorable, on ne le voit jamais. C'est le cas où vous avez énormément d'attrait et puis quasiment rien en peur et en tentation. C'est un cas idéal, on aimerait bien être tout le temps là-dedans, mais en général, ça n'arrive pas. Le deuxième cas, en revanche, c'est celui duquel on essaye de faire se rapprocher
les acteurs qui sont engagés dans le projet pour que les attraits soient de loin ce qu'il y a de prépondérant. Et c'est donc le fruit d'un travail qui a conduit à faire baisser les peurs et baisser les tentations. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc ça c'est le feu vert. La plupart du temps, c'est pas ça ce qui se passe au départ. Ce qui se passe, par exemple, c'est le cas numéro 3. C'est un cas de blocage. Beaucoup plus de peur que d'attrait et de tentation. Et quand on a peur, on est paralysé, vous le savez bien. Et c'est pour ça que le petit symbole, c'est ce symbole que vous connaissez sur vos voitures. La voiture est chargée, il y a de l'essence, tout le monde est dedans, mais le frein à main, il est en position bien haute et la voiture, elle ne démarre pas. Et donc, on est dans une situation où le groupe se rend compte qu'il y a une problématique de cet ordre-là et qu'il va falloir travailler sur ce qui alimente ces peurs. Alors, ce n'est pas le seul cas de figure. Il y a un quatrième cas de figure qui est assez courant également, qui est celui du conflit potentiel. Le conflit potentiel, il est marqué par des tentations très présentes et dont les gens estiment qu'elles ont une nocivité importante pour le projet. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, je reprends ma voiture. C'est l'image de quelqu'un qui voit que le feu passe à l'orange et au lieu de freiner, il se dit « je tente ma chance, j'accélère ». Et alors là, il y a deux possibilités. Soit il a de la chance et ça passe, soit pas de bol, accident. Et c'est ce qu'on appelle le conflit, puisque les tentations sont plutôt de l'ordre du comportement. Et là, la tentation s'est exprimée, il y en avait trop, et on est tombé dans le conflit. Donc, cette situation est assez présente quand on coopère, parce que, eh bien, les tentations sont de toute façon là, et il peut y avoir un acteur qui tenter davantage d'aller empocher la mise pour lui au détriment des autres. Il y a un cinquième cas qui est assez embêtant. Alors, on le voit assez rarement, Dieu merci, mais c'est ce qu'on appelle la crise potentielle. Et alors là, c'est l'implosion. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'attrait, et qu'à l'inverse, ce projet suscite beaucoup de peur et beaucoup de tentation. Et quand on en est là, c'est vraiment un retour que les chefs de projet, ceux qui conduisent le projet, doivent faire de manière urgente pour dire il y a un truc qui ne va pas dans notre affaire. Les gens n'ont pas envie d'y aller. Donc c'est la crise potentielle. Et quant au sixième cas, il est assez fréquent parce qu'on l'appelle situation instable. Le niveau des peurs et tentations n'est pas très très distinct. Et on en revient à ce que je vous disais au départ, la coopération est instable. Et là, on est dans des situations où, si on y prend garde, ça va forcément dériver vers l'un des cas, le cas du blocage ou le cas du conflit. Et il faut le regarder comme du lait sur la soupe, comme du lait sur le feu. Donc voilà, quand on a fait ça, on a permis aux différents participants de se mettre en phase les uns avec les autres sur ce qu'ils vivent, soit eux dans leur relation vis-à-vis du projet, soit vis-à-vis d'un autre acteur. Et ça a été explicité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on est sorti du non-dit. Et c'est le groupe collectivement qui a généré une notation qui conduit à ce diagnostic. Ce n'est pas uniquement tel ou tel acteur qui s'est auto-décrit comme ça, c'est le groupe qui a construit cette représentation et c'est une des forces de pouvoir s'appuyer comme ça sur de l'intelligence collective, mais qu'on a structurée. Alors c'est que la première étape, ça. Si je vous la résume, donc on essaye de se mettre à la place les uns des autres, on décrit nos peurs, attraits, tentations. C'est assez particulier parce qu'on part de ressenti, et donc c'est parfois déstabilisant. Mais ces ressentis conduisent à cette fameuse représentation commune, cette cartographie qui fait que là, dans le projet qu'on a ensemble, on voit bien qu'il y a des montagnes, okay, des précipices, il faut faire gaffe, et puis il se dessine des champs plutôt sympas, une rivière qui peut couler entre nous, mais on ne l'a peut-être pas vue avant. Et là, on l'a posée. C'est cette fameuse représentation commune. Et une fois qu'on a ça, on peut basculer sur la deuxième partie du travail, qui est de rechercher des solutions, mais cette fois-ci, on ne peut plus chercher une solution qui tire la couverture à soi, puisqu'on a fait ce travail d'élaborer cette cartographie, et on sait donc que si on va chercher une solution, il va falloir naviguer entre la montagne, le précipice, et plutôt chercher les territoires fertiles. Ce qui n'était pas forcément simple au départ, ni évident.
Et c'est pour ça qu'on dit, on est dans un mode qui favorise non pas la meilleure solution de mon point de vue, moi, mais l'optimum global. C'est ça qu'on va chercher. Et du coup, on va être capable d'en faire découler un programme structuré d'action qui, pour le coup, va reposer sur cette intelligence collective, cette démarche participative qui fait qu'on a sollicité l'avis des gens pour construire ce plan d'action et qui favorise du coup l'adhésion. Et au passage, quand on a fait ça, je vous parlais de confiance tout à l'heure, on a accru la confiance qu'il y a entre les agents parce que quand, notamment, vous parlez des tentations potentielles que l'un ou l'autre pourrait avoir, quelque part, ça vient renforcer le lien qu'il peut y avoir entre nous, d'autant qu'en général, la tentation qu'on prête à l'un, on va également s'y reconnaître. Je ne parle que des tentations. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière quand on a fait tout ça? Et je regarde le temps. Eh bien, je vous disais, on est parti des ressentis, ce qui peut être un peu déstabilisant au départ. Mais les ressentis amènent des choses extrêmement concrètes. Prenez le cas des peurs. Une peur signalée, en fait, elle va signaler un danger potentiel. Et ce danger, par rapport au projet que nous allons mener avec nos autres partenaires, eh bien, c'est important qu'on les signale. C'est ce fameux précipice, par exemple. Et donc, la peur signale des dangers. Et la question qu'on va se poser, c'est comment on va pouvoir prendre une précaution ensemble, et on va la construire ensemble, cette précaution, pour éviter le danger signalé par la peur. Et c'est comme ça qu'on va chercher à baisser le niveau de la peur. Si vous prenez les attraits, c'est très large. Mais on va demander précisément quel objectif on est en train de chercher par rapport à l'attrait qui a été signalé. Est-ce que c'est un objectif de performance? Est-ce que c'est un objectif de qualité? Est-ce que c'est un objectif de bien-être? Est-ce que c'est un objectif d'innovation? Bref, on va le détailler. Et la question qu'on va se poser à l'inverse des peurs, c'est quels moyens on se donne collectivement, maintenant qu'on s'est mis d'accord que cet objectif-là était ultra important, comment on se met d'accord pour trouver des moyens qui répondent à nos contraintes et qui permettent d'atteindre cet objectif, des moyens ou des stratégies. Et puis il y a le cas des tentations. Les tentations, donc, on les a listées. Évidemment, c'est assez négatif, dit comme ça. On va se demander quelles sont les valeurs que la tentation énoncée est venue ou viendrait trahir. Parce que, à l'inverse d'une tentation, on peut avoir envie, et c'est ce qu'elle signale, de vivre une valeur dans le projet qui nous rassemble. Quelle est cette valeur? Par exemple, tentation classique, c'est pas donner toutes les informations. On a envie d'en garder une certaine partie. Eh bien, la valeur qu'il peut y avoir derrière, c'est une valeur de transparence ou d'honnêteté. Et c'est bon de se le dire. Et une fois qu'on se l'est dit, quelle bonne pratique on veut mettre en place ensemble dans ce projet pour le conduire d'une manière éthique. Et croyez-moi, quand on est, alors déjà en interne d'une entité, avec des services qui collaborent, mais encore plus quand on est en externe, avec des cas comme ceux qui nous rassemblent aujourd'hui, où on va avoir des collectivités locales d'un côté, le monde associatif de l'autre, des entreprises, la société civile, les habitants, c'est quand même pas trop mal de pouvoir mettre sur la table, de manière précise et concrète, les valeurs qu'on a envie de vivre ensemble et comment on décide de les faire vivre. Ce qui fait que le plan d'action qui se construit avec les acteurs engagés, il porte à la fois sur le management des risques, c'est assez connu et partagé aujourd'hui, mais management des risques, le management des objectifs et ce troisième management qu'on a appelé celui de l'éthique relationnelle dans notre projet qui est au service du management des risques et du management des objectifs. Voilà, alors je résume vite fait, mais comme le temps passe, c'est important de vous dire que à la fois les participants vont bénéficier de l'approche parce qu'ils vont pouvoir s'exprimer, ils vont pouvoir mieux connaître ce qu'ils ont en face, ils vont pouvoir établir cette représentation commune et ils vont faire ce diagnostic et le poser ensemble. Et puis enfin, et c'est last but not least, ils vont co-construire des préconisations pour que le projet puisse
atterrir dans les meilleures conditions. Celui qu'on appelle le dirigeant, le porteur de projet, celui qui l'a mis en place et qui le structure, l'intérêt qu'il a, lui, c'est que sa finalité va être d'autant plus robuste et partagée, et que son programme d'action, c'est quand même lui le chef à un moment donné, il va pouvoir le construire avec les préconisations qui ont été construites par le groupe. Et du coup, il va pouvoir bénéficier de ce triple management, risque, objectif et éthique. Alors, un petit mot rapide, un détour par la pensée complexe. Je vous parlais de situation complexe, c'est bien notre cas, et vous allez tout de suite comprendre, je pense. Cette photo, est-ce que tout le monde la connaît? Oui? Bon. Donc, vous voyez... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne la connaissent pas, juste pour savoir? Ok. Et qu'est-ce que vous voyez, monsieur? Voilà. Voilà. Alors, le monsieur voit une vieille femme. Et de fait, quand on présente cette photo pour la première fois, eh bien, à peu près statistiquement, il y a une moitié de gens qui vont voir une vieille femme, et puis une moitié de gens qui vont voir une jeune femme. Alors, je vous le dis pour vous. Voilà. Vous voyez son nez, vous voyez sa joue ici, le cil, là. Bref. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe dans un projet. Dans un projet, c'est le même projet, mais parce qu'on est différent, eh bien, on va voir un côté ou l'autre. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est quand même plus intelligent une fois qu'on a vu l'exhaustivité du paysage qui s'annonce, plutôt qu'un bout. Et donc, on va avoir besoin de se recadrer sur ce que les uns et les autres vont apporter. Deuxième proposition, je ne sais pas si celle-ci aussi vous est connue. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez? Très vite, comme ça, sans réfléchir. Une spirale. Effectivement, ça a l'air d'une spirale. Eh bien, ceux qui observent voient une spirale. Maintenant, si je prends ma souris et que je fais le tour de l'une des spirales, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'en fait, il ne s'agit pas d'une spirale, il s'agit de cercles concentriques. Alors, c'est une image truquée, mais le sens derrière, c'est quoi? Eh bien, dans un projet, vous avez des gens qui vont observer ce projet et qui vont vous donner des infos importantes, qui vont vous dire, qui vont être un peu prescripteurs, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller, etc. Et puis, vous avez des gens qui sont dans le projet, qui vont vivre le truc, qui vont vivre l'interface pas facile avec telle ou telle personne, telle ou telle entité, etc. Et la représentation qu'on a quand on est observateur, c'est pas la même que celle qu'on a quand on est acteur. On voit pas les mêmes choses. Celui qui observe, là, dans ce cas-là, il voit une spirale, il voit l'image finale. Celui qui est, j'allais dire, les deux mains dans le cambouis, il voit le chemin et c'est pas la même chose que ce que raconte l'autre. Et il pourrait être tenté de se dire, les deux, mais on dit pas pareil là. Ok. Cette histoire de représentation commune. Ce qui fait que dans notre approche, on va proposer, par le diagnostic commun d'un côté, avec des thèmes qui vont surgir et qui vont être hiérarchisés de manière commune, une première représentation. Et puis on va également construire une deuxième représentation qui est celle de l'action. Voilà, donc ce petit détour par la complexité est juste pour signaler que notre méthodologie, elle se prête à des situations complexes. Une situation compliquée, une situation où il y a besoin d'une expertise technique, là on ne va pas y répondre. Mais parce qu'on est dans des environnements à plusieurs acteurs, avec des enjeux forts, qu'on a résumé par la phrase que vous voyez en haut à droite là. Un tout seul, pas capable. C'est une phrase importante pour nous, et c'est bien le sens qui dit qu'on va avoir besoin de tous ces points de vue pour avoir la meilleure évaluation de la situation et pouvoir avancer. Eh bien là, on est dans une situation complexe, et c'est ça qu'on propose nous de supporter. Alors j'en ai quasiment terminé. On a deux propositions pour aider les projets à avancer. La proposition initiale, celle de droite, celle qu'on appelle patte miroir. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, patte miroir, peur, attrait, tentation. Et là, on va proposer aux personnes qui font l'objet de ce projet une intervention sous 4 jours pour avancer ensemble. La deuxième, diapason, c'est plus court, c'est pour des situations moins complexes,
Et en une journée ou une demi-journée, on va pouvoir traiter d'une situation problématique avec les acteurs impliqués, mais ça prendra un peu moins de temps. Alors, diapason, c'est ce que vous voyez là. On a à notre stand un démonstrateur qu'on peut vous montrer et vous faire tester si vous voulez. C'est plutôt sous forme ludique, parce que souvent on s'aperçoit que le côté ludique est une aide pour rentrer dans la complexité. Et on rassemble les gens par table de 4, et par table de 4, ils avancent sur un sujet avec 2 points de vue, comme je vous montrais tout à l'heure, A et B. Pas de miroir, c'est différent. Vous voyez à la photo que ce sont des groupes qui peuvent être de plusieurs dizaines de personnes, voire de centaines. C'est notre expérience. Et les gens vont faire ce voyage tous ensemble au même moment, de prendre alternativement la casquette de l'un des points de vue qui est en présence. Alors, pour terminer, vous dire dans quel domaine on intervient. On a évidemment beaucoup d'interventions dans le domaine de l'entreprise, mais beaucoup aussi dans le domaine de la collectivité territoriale. On est intervenu régulièrement dans les Hauts-de-France, en Sambre-Avesnois, pour les universités des Hauts-de-France, pour quelques municipalités aussi, et puis à Quimper également en particulier, où on a assisté la mairie sur des projets de redéfinition de l'emploi des politiques publiques. On est présent dans le domaine de l'enseignement, et puis dans tout le milieu du médico-social, de la santé. Voilà. J'ai à peu près respecté le timing. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre sur notre stand qui est un petit peu plus loin. Si vous voulez venir voir l'outil diapason particulier, on peut vous le faire tester. Et puis, on sera ravis de répondre à vos questions sur place. Je vous remercie.